Salut la gang! Aujourd'hui, au Jeune Loup, on parle des joueurs, des espoirs qui n'ont pas encore fait le saut dans la Grande Ligue. Donc, soyez avec nous. Julien, PO, let's go! My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. Salut la gang, salut Julien, salut PO. Comment allez-vous, Yes. messieurs? Salut Seb, salut PO, en pleine forme. J'espère que ça va bien vous aussi. Yes. Ben, je suis heureux d'être avec vous après une absence là, de la dernière semaine. Merci de me reprendre malgré tout. Donc, Ben écoute, on a tourné des vidéos cet été qui n'ont pas marché parce que là, ça bougeait tellement cet été, Ah, ça n'avait écoute. aucun sens. Hein? ouais. Puis là, c'était plus valide, là, aussitôt qu'on voulait l'uploader puis le mettre en live pour tout le monde. Donc, exemple Askarov, entre autres, qui a Ouais. été échangé juste avant que je mette la vidéo en live. Le pire, c'est qu'on avait fait une maudite belle vidéo. Là. Oui. Le fameux vidéo que vous ne verrez jamais, le Director's Cut. C'est Ouais, ça, heureusement. exactement. Puis, tu sais, je vous le dis tout de suite, comment ça marche sur YouTube, c'est que si c'est pas uploadé avant que ça arrive, ben on va juste passer pour des idiots. Là. On passe pour une gang qui a pas fait nos devoirs ou quoi que ce soit. Fait que pour éviter ça, on l'a juste pas uploadé, malheureusement. Mais là, c'est pas mal fait, je pense. On sait qui à peu près va jouer dans la Ligue nationale, puis on sait qui vont jouer ailleurs. Puis aujourd'hui, je veux parler de ces gars-là. Je veux parler des jeunes espoirs qui sont dans d'autres ligues. On parle de Demidov, on va parler de Koivu, on va parler de probablement même des Florian Jacquet et des joueurs comme ça qui sont pas dans une ligue, dans la Ligue nationale, mais qui peuvent se ramasser dans une ligue pro, dans la NCAA, dans la Ligue canadienne ou n'importe quelle ligue junior européenne. Il n'y en a pas beaucoup. Habituellement, en Europe, là, les joueurs vont vite jouer dans la ligue. Ceux qui sont bons, en tout cas, là, se ramassent rapidement dans des ligues professionnelles. Entre autres, le premier que je vais parler, Atos Koivu. Premier match, premier but. Premier point, excusez-moi, première passe. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme-là? On a parlé un peu dans l'autre épisode, hein? Ouais, brièvement, mais c'est ça. Tu sais, écoute, un beau potentiel dans les deux sens de la patinoire. Là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques à prendre au niveau de ce jeune homme-là. Puis, écoute, une belle génétique, là. Ça a fait des Ouais, beaux joueurs dans la Ligue nationale. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir son développement pour vrai, là. Oui, puis une chose qui est intéressante pour Atos, c'est que lui-même se considère plus comme étant comme Miko que Saku. Donc, il se considère plus comme étant comme son oncle que son père. Et honnêtement, j'aime sa charpente. Là, 6 pieds 1, 170 livres. Là. C'est intéressant. Donc, je pense qu'il va falloir... Ouais, 18 ans. Il va falloir être patient pour lui. Pour évoluer quelques années, là, il évolue en TPS en Finlande. Donc... Moi, je ne le vois pas venir avant 2-3 ans là, dans la Ligue nationale. C'est Puis bien correct, tant là. mieux. Je suis vraiment content. J'ai un peu de misère avec Méchard, qu'est-ce qu'on a fait avec lui en l'amenant en Ligue canadienne, puis en voyant ce que ça a fait. S'il était resté là-bas, est-ce que vous pensez que ça pourrait être ça aurait été mieux, un meilleur fit pour un gars comme Méchard? Ben, il y a une chose, c'est que Méchard a été repêché à une époque où ce que bon, on va se rappeler des mauvais souvenirs, mais la fameuse COVID frappait. On se demandait comment ça allait évoluer. Bon, on l'a envoyé en 22-23 du côté des Rangers de Kitchener. Maintenant, aujourd'hui, d'après coup, qu'on est tous retournés à la normale, c'est sûr que peut-être qu'une évolution retournée du côté de en Europe, ça aurait été différent. Ouais. Moi, en tout cas, toi, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Mais tu sais, souvent, c'est avec ces gars-là, tu veux les avoir en Amérique du Nord quand même le plus rapidement possible, là, régulièrement. Même si le développement en Europe peut être intéressant pour certains. Ça dépend toujours de l'entourage, l'encadrement que tu as. Écoute, je pense qu'on... J'aime pas ça le dire de cette façon-là, mais on se mentira pas. Il a été repêché bien plus comme compagnon à Slavkovski que pour un réel espoir, à mon avis. Là. C'est plate à dire de cette façon-là. Écoute, j'y souhaite. Là. J'espère 100% là, qu'il va avoir l'opportunité de se faire valoir. Mais malheureusement, c'est un gars qu'il faut qu'il joue sur un rôle offensif.
je crois que c'est comme nécessaire pour lui. Donc là, on voit qu'avec le CH, ça risque d'être plus sur une 3e, 4e ligne que ça risque de se passer au final. Donc ça risque d'être compliqué là, pour Méchard, je crois. Va devenir de la monnaie d'échange, si vous voulez mon humble avis. Oui. Ça va devenir... Ben, tu sais, on peut les nommer, ces gars-là, là, tu sais, des Sean Farrell, des Ryan Kidney, tous ces gars-là qui sont comme entre les deux, c'est soit qu'ils restent dans la Ligue américaine avec le Canadien ou vont être échangés, comme vous dites, pour des équipes qui sont un peu plus faibles, disons les Sharks, les Ducks, même pas les Ducks, peut-être Columbus. Donc, des endroits où il va y avoir des trous potentiellement pour développer ce type de joueur-là. Je pense pas qu'il va se développer. Tu sais, c'est comme un Nick Cousin. Nick Cousin à Montréal. Il ne serait jamais devenu ce qu'il est en ce moment avec les Panthers, disons. Là. C'est impossible. Parce qu'il n'y avait pas l'espace pour lui. Puis là, on se trouve un peu dans le même problème. Puis là, c'est qualité avant la quantité qu'il faut commencer à faire. Puis tu sais, c'est un concept qu'on s'est déjà parlé, Seth, là, mais tu sais, c'est le genre de joueur, en fait, là, ces gars-là, qu'ils vont se trouver ils vont se trouver un complément. Si on a une carrière dans la Ligue nationale, là, c'est qu'ils vont se trouver un joueur à qui ils vont pouvoir se coller, à qui ça va cliquer, ça va fonctionner. Un joueur qui a probablement beaucoup plus de talent qu'eux, mais qu'il va faire en sorte qu'ils vont avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. T'sais. Deviennent des indispensables pour ces joueurs-là. Si on peut penser à Burroughs avec les 2 Sedin, qui les Sedin ne voulaient plus s'en débarrasser. Fait que, ouais, effectivement, ça c'est quelque chose d'intéressant. Les gars, je veux vous amener vers les défenseurs, parce que là, on a un surplus de défenseurs. Premièrement, là, première question, c'est qui reste avec le Canadien cette année? En as-tu 1, 2, 3 que vous voyez là, dans les espoirs en ce moment? Trouble assuré. Occupera le rôle de 6-7e défenseur. Je vais être honnête avec vous deux, je ne suis pas énervé, pas pressé d'envoyer Renbacker et Mailloux à Montréal. Pourquoi? Okay. Parce que je veux leur donner des grosses minutes sur une paire 1-2 à Laval. Affronter des gars, des gros trios, des équipes adverses dans la Ligue américaine. Donc, là-dessus, c'est pour ça que je veux être patient. Vous allez me dire, ouais, mais à un moment donné, il va falloir... Le temps va venir. Le temps va venir. Soyez pas stressés. Mais moi, de mon côté, je vais être patient avec ces deux gars-là. On a eu un court échantillon de Mailloux en fin de saison. Je sais qu'il y a des partisans qui aimeraient voir Mailloux dès maintenant. Un défenseur 1-2 à Montréal cette année, cette belle paire de jeunes hommes-là, là, ça va être intéressant à suivre. Là. Ben, Backer est droitier et Logan Mailloux aussi, mais peu importe. Là, c'est 1-2. Dans la Ligue américaine, c'est 1 et 2 tout de suite, là, demain matin. Moi, j'ai de la misère à voir Lane Hudson dans la Ligue américaine. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il irait faire là-bas. En fait, mon problème, c'est pas nécessairement en termes de sa grosseur, mais plus en termes de son talent et de son style de jeu. On le voit déjà, là, il fait exactement ce qu'il faisait dans la NCAA, ce qu'il faisait dans la US, dans le programme de développement des Américains. Il a fait ça toute sa carrière, puis il continue à le faire même à un niveau supérieur, c'est-à-dire un niveau élite, parce qu'on, je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars, là, mais Lane Hudson déculotte Caden Goulet, là, puis c'est pas des farces. Là. Même Goulet fait comme si c'était impossible, je ne pouvais pas y enlever la rondelle. Donc, il est capable de le faire contre des joueurs élites. Oui, c'est un défenseur, mais quand même, là. Donc, moi, je ne vois pas ce qu'il irait faire dans la KHL. Dans la KHL. Non, effectivement, il n'ira pas dans la KHL. Non. C'est ça. La AHL, évidemment. Ouais, non, t'as raison, je pense, tu sais, puis c'est ça qui est particulier avec la défensive du Canadien présentement, là, tu sais. Je pense que Mailloux serait prêt là, pour avoir des minutes au niveau de la Ligue nationale, mais est-ce que la situation s'y prête bien? Je pense que j'ai pas le choix d'être d'accord avec ce que PO a dit. Là. J'ai l'impression qu'on va avoir encore quelques minutes de qualité pour eux. Mailloux, Rainbacker, à Laval encore cette année. La raison est que Goulet va probablement jouer à droite encore en début de saison. Je sais qu'on n'aime pas ça, là, pas mal tout le monde ici, mais je suis pas mal convaincu que c'est ça qui va se passer. Faute d'expérience, en fait. Parce que on manque vraiment depuis... Pour les 2 prochaines années, je crois qu'on va manquer quand même cruellement d'expérience au niveau de la Ligue nationale. Donc, est-ce que Rainbacker va pouvoir prendre des galons rapidement parce que, justement, son adaptation va se faire à la vitesse que je crois qu'elle va se faire. D'après moi, l'année prochaine, il va jouer régulier, puis ça va être déjà un top 4 là, directement l'an prochain. Ça, c'est ce que je crois
qui va être capable de donner. Est-ce que c'est ça qui va arriver, guys? On s'entend là, on va voir. On va se donner l'année pour pouvoir observer. Mais tant que cette évolution-là n'est pas faite, ben, on a cruellement besoin de Goulet à droite puis de Savard encore. T'sais. Fait que ça va se faire en cours d'année. Je crois qu'à la première blessure, Mailloux arrive. À la deuxième, ça va jouer entre Enstrom et Reinbacker, là, d'après moi, selon les besoins, peut-être gaucher-droitier. Mais écoutez, gars, c'est ça, là. Ça va être. Il y a une congestion qui s'installe. Là, ça... Ben, t'en glisses un mot, là, Engstrom, là. L'année passée, il jouait en Europe, donc il n'y avait pas de problème. Mais là, il est rendu en Amérique du Nord, puis c'est déjà un pro, là. C'est un gars qui a une charpente, c'est un gars qui a déjà des matchs avec des adultes. J'ai pas l'impression qu'il va la trouver si difficile que ça, moi, à Laval. Fait que peut-être qu'il va forcer la main déjà aux Canadiens pour commencer à monter. S'il reste toute l'année, moi, je le vois quand même faire... ça va être tout un joueur à surveiller là, cette année. Là, lui, puis peu importe qui on va mettre à sa droite, là, que ce soit Mailloux ou Reinbacker, là, ça va être tout un duo. Là. Wow! Ça va être quelque chose. J'aimerais pas être l'équipe adverse qui les affronte. Moi, il y a une chose, puis je veux prendre le temps de citer la personne qui l'a dit. Maxime Lapierre a dit la chose suivante, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il va falloir assumer que, justement, les jeunes, Hudson, Reinbacker, Mailloux, ils en fassent des erreurs. Oui. Puis ça, là, je n'aurais pas pu mieux dire que ceci. Parce qu'il y a des soirs là, où ils vont être, on va vouloir les adorer, courir après leurs 4 recrues, mais il y a d'autres soirs qui vont faire des erreurs puis on va sacrer après eux. Mais il y a une affaire par contre, c'est qu'il va falloir que du côté des partisans du Canadien de Montréal, il va falloir qu'on soit patient parce que ces 3 gars-là, c'est 3 perles. C'est 3 gars que lorsqu'ils vont arriver à maturité, là, on va se donner une tape dans le dos des avoirs. Puis c'est pour ça que Savard va rester à Montréal. Puis c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de donner du galon plus rapidement à Goulet pour que quand ces 3-là vont monter, ben tu vas en avoir un qui va être déjà plus fiable, plus près dans ce corps d'âge-là en Caden Goulet. Oui, effectivement, c'est un bon point. Puis c'est sûr que moi, je veux juste pas que les gars se fassent barouetter, qu'on dit en québécois. Là. Je veux pas qu'ils se fassent envoyer en haut, en bas, en haut, en bas. Donc, un peu comme Pacioretty a dit, si vous m'amenez dans la Ligue nationale, là, faites-moi jouer ou sinon, laissez-moi dans la Ligue américaine. Puis c'était un peu ce que je souhaite pour ces joueurs-là, c'est qu'ils ne se fassent pas trimballer en haut, en bas. Puis au moins, l'avantage qu'on a, c'est que ça n'a pas l'air d'être ça qui se passe. Si on décide de les mettre dans la Ligue nationale, ils vont rester là. Puis s'ils décident de les mettre en bas, ils vont rester en bas. Et, ce qui est intéressant au final, là, c'est que selon ce qui va se passer dans la Ligue nationale, pas nécessairement chez le Canadien, là, mais dans la Ligue nationale, ce qui va se passer, des blessures, n'importe quoi pour d'autres organisations qui vont ouvrir des besoins tels qu'un défenseur stable, fiable, Strobel, défenseur avec des qualités peut-être un peu plus offensives, jeune, Barron. À la seconde que ces besoins-là vont se créer dans d'autres organisations, ben c'est là que, selon ce qu'on va être en mesure d'évaluer, en fait, là, de nos autres jeunes joueurs qui, selon plusieurs, sont probablement prêts. On peut parler à l'attaque même des Kapanen. En tout cas, il y en a plusieurs là, dans ce lot-là. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir. Là, je pense que ça va être une année vraiment excitante à cause de ça, justement. Oui, tout à fait. Là, je vais vous parler des gars, des joueurs russes. Parce que la KHL, la VHL, la MHL, ces 3 ligues-là ont débuté leur saison déjà. Puis on peut déjà voir là, des gars dans notre giron. Konyushkov, Demidov, Kostenko, Volokin. Tous ces joueurs-là qui sont russes, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir. On espère dès l'année prochaine d'avoir au moins Konyushkov puis Demidov. Ça serait bien le fun. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que lequel là-dedans, là, vous dites, à part Demidov, là, on s'entend que tout le monde le suit déjà, là, mais moi, j'ai l'impression qu'un certain Volokin pourrait être intéressant à suivre de loin. Là. Moi, il y a 2 gars que j'ai hâte de voir arriver en Amérique du Nord. C'est du côté du gardien de but, Volokin. Je pense pas que, honnêtement, là, si on est patient du côté du Canadien, on en a déjà parlé ici de toute façon, messieurs. Je pense qu'on pourrait obtenir un bon gardien de but qui pourra former un tandem avec Jacob Fowler. Puis pour ça, il faut le voir en Amérique du Nord, à Laval, bientôt. Et il y a un autre, puis c'est Bogdan Konyushkov.
honnêtement, gros coup de cœur pour lui en tant que joueur russe. Mais, encore une fois, le mystère des contrats des joueurs russes font en sorte que je ne sais pas en quelle année on va voir aboutir ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, les gars. En plus, il a déjà démontré... il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait perdu son C, parce que c'était un C qui était partagé là, en passant, là, le C de Konyushkov avec le Torpedo. Aurait perdu son C suite à des discussions qu'il aurait eues avec des journalistes disant que lui, là, demain matin, il irait jouer il irait jouer même en AHL, donc il serait prêt à venir en Amérique du Nord. Puis là, poup, automatiquement, on entend parler, perd son C, perd même pas de A sur son chandail. Est-ce que c'est une punition pour lui savoir ouvert la trappe, comme on dit? Je ne serais pas surpris. Ben, ça serait vraiment pas surprenant de la part là, de la façon que c'est géré au niveau de la KHL. Mais tu sais, écoute, il joue des minutes tellement importantes pour son équipe en KHL, qui n'est pas une équipe dominante là, nécessairement. Non. Mais c'est excitant là, de voir ce potentiel-là, beaucoup plus qu'un Kostenko, c'est ça? Je le dis. Oui, Kostenko. Parce que, tu sais, Kostenko a beaucoup de problèmes d'attitude, là. Ça devient récurrent, là, un peu à tous les endroits où il a joué, là. Tous les feedbacks qu'on réussit à avoir au niveau de ses entraîneurs, là. C'est ça. C'est pas mal quelque chose qui revient. Mais Konyushkov, super intéressant. Puis Volokin, c'est le niveau de jeu, en fait. Le niveau de jeu dans lequel il a joué, il n'a jamais été vraiment impressionnant. Donc, c'est ça qui est difficile de dire à quel point il est dominant et efficace. Moi, ce que j'ai la chance, c'est l'opportunité de voir de lui son non-verbal, sa combativité, écoute, là, il a l'air de vouloir dévorer les rondelles. C'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de le voir dans un vrai niveau de jeu. Là. Probablement, oui, Ligue américaine, ça serait vraiment cool là, parce que ça serait déjà un niveau de jeu professionnel. Là. Donc, j'ai l'impression qu'on en a au moins pour une année pour les deux encore. Espérons avoir une brigade là, russe qui arrive dès l'année prochaine au niveau de la Ligue américaine, puis Demidov en Ligue nationale. Écoute, ça pourrait être excitant. Un vol de Moscou-Montréal directement rempli de notre filière russe. Ouais, vraiment. C'est ça. Ben oui, moi aussi, je suis d'accord avec vous autres, les gars. Volokin, moi, c'est le gars que j'aimerais voir rapidement passer les frontières parce que là, cette année, c'est en ligne pour jouer en VHL, puis peut-être en MHL aussi. Tu sais, il a déjà joué un match dans chacun. Le premier match, il n'a pas joué au complet dans VHL. L'autre, c'est la MHL. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je ne le sais pas. Au moins, minimum, faites-le jouer en VHL. Qui appartient... faudrait vérifier là, s'il veut jouer, s'il veut jouer en KHL. C'est-tu Yogri quand même? À voir. Donc, on va vous redonner des nouvelles sur lui. Quand on va avoir des matchs, là, honnêtement, un petit peu plus d'échantillons, là, une vingtaine de matchs, là, ça va être plus intéressant de commencer à voir qui se démarque, qui vraiment prennent le flambeau comme étant les prochains espoirs à surveiller. Mais j'ai quand même deux gars que moi, je veux regarder. On parle de gars qui sont respectivement dans la OHL et la WHL. Moi, ces gars-là commencent à m'exciter. Pourquoi? Parce qu'on est en train de consolider notre top 6. Là, on va avoir un top 9 puis même un top 12 là, qui pourrait être très intéressant quand on regarde des Owen Protz, des Tyler Thorpe, qui sont déjà des menaces dans leur ligue respective. Donc, c'est déjà des gars qu'on ne veut pas affronter. Dans le cas de Tyler Thorpe, on parle d'un gars de 6 pieds 5, je ne me trompe pas, déjà 200 livres, 6'4 quand même. Puis c'est un gars qui a montré un step-up. Déjà, les entraîneurs disent hey, il est plus rapide qu'on pensait. L'année passée, il n'était pas comme ça. Il a réussi à augmenter sa vitesse de jeu et d'exécution. Puis ça devient intéressant parce que tu dis c'est beau avoir la grosseur, mais il faut que tu sois quand même capable de faire quelque chose avec la rondelle. Là. Ben, il joue présentement avec les Giants de Vancouver, quand même marqué 23 buts, 21 passes l'an dernier. La Ligue de l'Ouest, messieurs, là, c'est une ligue de bœuf où ça frappe, ça cogne. Fait que les gars qui réussissent à marquer des buts comme lui, là, c'est que justement, on est capable de savoir, on est capable de jouer de l'épaule, on est capable de jouer avec la rondelle. Puis, ben, pour arriver au prochain niveau, il faut que le coup de patin suive. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce jeune homme-là.
Je pense qu'il va falloir, on ne le verra pas tout de suite en Ligue nationale, là, il y a 19 ans, mais attendez-vous qu'on va retourner en WHL cette année. Moi, j'ai bien hâte de suivre un peu là, qu'est-ce qui va se passer avec lui au courant de l'année. C'est clair que tout le monde va avoir les yeux dessus. Il est trop tôt pour prédire si les Giants de Vancouver vont avoir une belle équipe cette année. Mais il y a une chose est sûre, c'est que s'il faut qu'en plus de ça, on puisse le voir à Rimouski au mois de mai, parce que la Coupe Memorial va être à Rimouski cette année, là, il va y avoir de l'attention sur lui. Puis on parlait tantôt des gars à surveiller sur le repêchage 2024. Lui, il va être en tête de liste. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Puis Owen Protz, un gars de Brantford, des Bulldogs de Brantford cette année, a joué avec, pas avec, mais en tout cas, c'est comme, c'est dans la OHL, là, tout le monde se connaît un peu, là, mais il connaît un peu Jack Eye, à quel point c'était un gars solide. Lui-même, c'en est un, là. C'est un gars qui potentiellement pourrait jouer dans le même genre de rôle qu'un Florian Jack Eye. Oui, bien écoute, moi, je trouve que ça s'en vient vraiment comme excitant là, pour justement là, cette profondeur-là, justement. On a dit souvent qu'on avait beaucoup de joueurs potentiels justement de bottom six ou de dernière paire de défenseurs là, des dernières années. Ouais. Ben là, on en a encore plus, mais probablement plus efficace dans le rôle spécifique qu'on va avoir besoin d'eux. Donc, justement, d'apporter un apport physique, d'apporter un jeu physique robuste aussi. Mais on sait que la Ligue nationale, ce qu'elle devient, tu as besoin d'être capable de jouer au hockey, peu importe là, le type de rôle que tu occupes dans ton équipe. Donc, écoute, j'ai bien hâte de voir ces gars-là aller au niveau de cette année. Oui. Clairement. Clairement. Puis, ouais, vas-y, P.O. Ça faisait longtemps. Tu sais, je sens un hype depuis quelques repêchages jusque. T'sais, oui, il y en avait un, là, on suivait les espoirs du Canadien, mais là, de plus en plus, on va regarder les gars qui sont repêchés de première à 7e ronde, puis on va prendre les suivre. Puis moi, j'aime ça, honnêtement, ça apporte un hype, ça amène que lorsqu'on a un camp des recrues qui débute, ben, on se donne la peine de savoir un peu plus sur eux, puis d'approfondir nos connaissances. Fait que j'aime ça. J'aime comment le Canadien de Montréal repêche parce qu'il amène des joueurs intéressants qui sont le fun à suivre. Oui, exact. Puis là, je vais vous amener sur 2 derniers trucs pour finir le show. Michael Age, NCAA cette année. Logan Sawyer, NCAA cette année. 2 joueurs, je pense, à surveiller dans la NCAA. Il y en a d'autres, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est ces gars-là qu'il faut regarder dans la NCAA. Est-ce que je me trompe? Ah, écoute, Michael Age, on attend beaucoup de lui, là, je pense, de la majorité. Écoute, moi, personnellement, j'adore son attitude, j'adore comment il s'est exprimé, puis le côté résilient qu'il a, honnêtement. J'espère juste qu'il va être capable d'apporter ça, puis d'être probablement un rouage très important de son équipe là, en NCAA. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment lui, probablement, qui m'intéresse le plus à part de Midov, là, à travers tous les espoirs du Canadien présentement. Donc, écoute, all-in sur Michael Age, j'ai vraiment hâte de le voir aller. Puis ça va permettre de garder un œil aussi sur Fowler là, par la suite. Oui, certainement. Écoutez, moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'avant, Michael Age, ça aurait été notre prime, ça aurait été notre meilleur espoir à surveiller. Puis c'est probablement un des seuls, parce que on avait peut-être un qui était autour de 20, un autour de 30, un autour de 15. Puis c'était rare qu'on était en mesure d'aller chercher des joueurs de plus haut calibre plus tôt dans le repêchage. Là, c'est rendu que Michael Age n'est même pas parmi, mettons, le top 4 des espoirs à surveiller cette année là, pour le Canadien. On parle d'un 5, 6, 7e peut-être au niveau de la hiérarchie des espoirs à surveiller. Puis quand on regarde les moins de 25 ans, disons, là, c'est encore pire. Il est beaucoup plus loin. C'est excitant, les gars. Là. C'est qui? C'est Pronman à The Athletics. Ça, c'est quelqu'un dans le chat là, parce que, en passant, on tourne le midi, le mercredi, à tous les membres payants. Puis après ça, on vous le rediffuse la fin de semaine. Mais Claudel qui me le faisait penser, classé 9e par Pronman au niveau des meilleurs espoirs, banque d'espoirs, équipe en reconstruction, si on veut. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Là. On parle de très belle banque d'espoir du Canadien là, en ce moment. Ouais, vraiment.
Écoute, dans les dernières années, depuis tout jeune, je suis le Canadien de Montréal. J'ai pas connu tout le temps les espoirs, mais depuis que je suis un peu plus sérieux dans tout ça, écoutez, j'aurais de la misère à mentionner la dernière fois qu'on a eu une aussi belle banque. Oui. Ben, le plus proche que je me rappelle, c'est quand on avait évidemment Pacioretty, on avait, Piquet Subban, on avait Gallagher, mais qui ont rapidement gradué. On ne laissait pas le temps nécessairement de maturer tant que ça, un peu plus pour Pacioretty, mais les deux autres sont vite montés dans la ligue. Là, on peut prendre notre temps, là, c'est ça qui est le fun, vu qu'on a vraiment une grosse banque d'espoir. Ils prennent le temps de maturer avant de se ramasser dans la Ligue américaine puis la Ligue nationale. Écoute, le seul... moi, le seul bémol, puis la seule façon que je pourrais comprendre ce rendement-là de 9e, là, c'est qu'il manque de talent brut encore. T'sais. On s'entend là, du pur talent, puis des gars qui vont valoir 15 millions par année, il n'y en a pas. Je pense que c'est peut-être ça, en fait, là, qui fait en sorte qu'il y a des gens qui voient la brigade du côté du Canadien peut-être moins intéressante au niveau des espoirs. Par contre, écoutez, là, il va y avoir au moins 5 défenseurs super intéressants, puis au moins 9, sinon quasiment 10 attaquants bien intéressants aussi. Fait que, n'empêche que ça crée une maudite bonne équipe, là. Puis je sais pas à quel point une équipe comme ça va avoir plus de facilité à battre un dragon à 2 têtes tel que McDavid de Draisaitl, là, tu sais. Fait que c'est des philosophies différentes. J'ai hâte de voir là, justement à quel point on va être capable de mettre de la cohésion puis c'est ça, quelque chose qui va fonctionner là, vraiment du côté du Canadien. J'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction puis c'est ça qui est excitant au final. Ouais. Je sais pas si t'es pas à Montréal, si tu le vis, si tu le sens, cette effervescence-là puis cette idée-là que la colle à pogne, là, mettons, en ce moment. Là. Je sais pas quel point, si t'es pas à Montréal, tu le sens pas. T'sais. Moi, j'ai l'impression que ça passe par les agents, ça passe par beaucoup les insiders, si on veut, qui vont apporter la bonne nouvelle, si on veut. Parce que les joueurs, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les highlights, regardent les games, mais ils essayent d'éviter les médias, sociaux aussi pour justement pas s'imprégner des mauvaises réactions, si on veut. Là. Si les joueurs en parlent en bien, déjà, comme on peut entendre Newhook le dire, j'ai l'impression que oui, justement, le mot se passe. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir de la place pour des joueurs de qualité à se greffer à cette équipe-là? T'sais, on a eu Laine qui s'est joint. Y a-t-il encore de la place pour un autre? Parce que si on rajoute un autre top 6, malheureusement, il y en a un qui va devoir débarquer de là. Est-ce que ça va être Newhook qui va être copié? Quand Demida va arriver, qui va prendre sa place, etc. Là, encore une fois, ça dépend juste de la façon que tu vas gérer tes minutes de jeu puis tes minutes en avantage numérique, en désavantage numérique. À quel point tu vas être capable de satisfaire. Il y a des joueurs là, que s'ils jouent tous les désavantages numériques, de ne pas avoir tant d'avantages, ça ne les dérange pas. Parce qu'ils vont quand même avoir une façon de monnayer. Ils vont avoir une façon de monnayer dans leur contrat leur utilité quand même, dans le fond, au final. Fait que c'est toutes des choses qui se négocient, qui se parlent, puis ça, il faut que tu sois un bon communicateur avec tes joueurs. Fait que j'ai l'impression que ce buzz-là, en ce moment, que nous, on sent, de notre côté, en tout cas, là, du côté du podcast hockey, je sais pas s'il est commun. Il a l'air d'être plus fort du côté des joueurs de Ligue nationale que des médias à travers la Ligue nationale, en fait. Les joueurs ils ont l'air de vraiment le sentir, ce buzz-là, mais j'ai pas l'impression que tous les médias ils le sentent puis ils le communiquent, en fait. Ouais. Le mot de la fin, PO? Soyons patients. Oui. Soyons patients, puis continuons d'être derrière notre équipe. Puis comme tu dis, Julien, on le sent le buzz, les joueurs le prouvent, les signatures de contrat... Suzuki, Caulfield, Slavkovski dans les eaux entre 7 et 8 millions. Là. Ces gars-là, dans une couple d'années, ça va être des aubaines. Ah oui. Je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à Montréal puis ça se prépare maintenant. C'est un très beau mot de la fin. Merci, gang. Merci, Julien. Merci, PO. Les pouces, si vous avez ça. Puis on se revoit la semaine prochaine. Mercredi pour les membres payants. Puis sinon, la fin de semaine prochaine. Ciao. Salut tout le monde. Just playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything.
Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.